Jadis terrain de jeu de quelques passionnés, la pop culture est devenue l'un des grands champs de bataille des géants du divertissement, qui multiplient adaptations, suites et spin-offs pour capter l'attention des fans. Au milieu de ce marché saturé, certaines œuvres parviennent pourtant à rester fidèles à leur essence ou à se réinventer et trouvent un équilibre entre succès populaire et reconnaissance critique. C'est à ces perles rares que s'intéresse Over the Pop. Nous sommes toujours avec Gilles, mais également avec Pierre-Jean. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Pour aborder la deuxième partie de notre émission consacrée à l'héritage de 1984, le roman d'Orwell et pas l'album de Van Halen. Plutôt que d'aborder par médias les œuvres qui vont nous intéresser aujourd'hui, je vous propose, un peu comme on l'avait fait pour Twin Peaks et Silent Hill, qu'on parte des œuvres qui constituent l'héritage direct du roman d'Orwell, avant de nous pencher sur celles qui s'en revendiquent de manière officielle ou non. Thinkless. Laissez-vous aller. Vous êtes fatigué de devoir penser chaque jour. Choisir, décider, douter. Avec Thinkless, découvrez enfin la tranquillité mentale, totale. Pensez moins, vivez mieux. Nous supprimons les idées inutiles. Thinkless s'en occupe. Avant Thinkless, je me demandais si j'avais raison, si les autres avaient tort. Maintenant, tout est plus clair. Je suis d'accord avec tout le monde, tout le temps. Nos conseillers sont disponibles. Ils sont toujours disponibles. Thinkless. C'est parti d'abord pour l'héritage direct de 1984 pour laquelle vous n'avez rien foutu. Et donc potentiellement j'ai un tunnel de 8 heures pour parler de 1984, le film de Radford, 1984, le jeu de rôle d'après George Orwell, et Julia, le roman de Sandra Newman. Donc je vais vraiment faire la version voilà, ultra courte. En 1984, c'est là, tu parles du film qui est... De 1984. Pas le premier. Non, pas celui de 1956. Ok. Que j'ai pas vu. Donc, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu deux adaptations du roman. Une de 1956 qui a tellement horrifié la veuve de Orwell qui avait donné les droits que pour elle, c'était quand on lui a proposé de faire une nouvelle adaptation en 1984, elle a dit non, ou en tout cas, il faut pas que ça soit justement de la science-fiction. Parce que la version de 56, a priori, elle est dans le style film de SF des années 50. Quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur ce 1984 de Michael Radford? Alors déjà, je peux vous dire que j'ai rencontré Michael Radford en vrai, hein, c'est le petit passage bim boum comme ça, parce que j'ai fait de la figuration sur un de ses films. Voilà. C'est le truc à Milan, là, je sais pas quoi. Non, oui, à pas Venise. À c'est Venise. comment il s'appelle? Je fatigue là. La pièce avec Le Marchand de Venise. Le Marchand de Venise, voilà, avec Al Pacino, où je faisais de la figuration. Donc si vous regardez Le Marchand de Venise de Michael Radford, la scène du tribunal avec Al Pacino, Jeremy Irons, vous me verrez à un moment, il y a un garde avec une grande chevelure et une grosse beubare qui se retourne de temps en temps pour faire maman, je suis là. Voilà, c'était moi. Donc j'ai pu voir travailler Michael Radford au début des années 2000. You take my life. You take the means. Punaise, c'est chouette! Alors, qu'est-ce que j'avais? Bon, là, je fais une petite succession d'anecdotes. Hein. Donc, selon Radford lui-même, John Hurt, donc, qui incarne Winston Smith dans le film, a été son premier et unique choix. Et donc il disait, il était simplement parfait pour le rôle, c'était la personne qui devait jouer Winston Smith. Il était tellement maigre à cette époque et avait l'air tellement en mauvaise santé. En même temps, il avait ce regard désespéré dans les yeux. Et c'est vrai que quand on voit le film et qu'on a en tête le roman d'Orwell, on a du mal à imaginer quelqu'un d'autre que John Hurt. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, John Hurt. Oui, si. Voilà, c'est celui qui se fait la première victime de l'Alien, dans l'Alien de Ridley Scott. Ensuite, alors petite différence par rapport au roman, c'est que à la fin du film, Winston ne meurt pas.
Donc il a sa scène de rééducation avec O'Brien, mais donc on le retrouve à la fin. Il a ce côté un peu lobotomisé. Il est dans le café là où il boit des gins en jouant aux échecs, et puis il y a le télécran derrière. Et en fait ça termine par une diffusion sur le télécran de ses aveux qui ont été filmés. Et en fait, on voit au début du film un personnage qui fait la même chose que lui. On voit qu'à la fin, lui-même a été filmé pour faire son mea culpa. Mais ça se termine là-dessus. Il n'y a pas de scène où quelqu'un arrive et lui tire une balle dans la tête. Donc, on va dire, c'est pas une fin optimiste pour autant, mais ils n'ont pas été jusqu'au boutiste comme le roman d'Orwell. Et donc, pour l'avoir revu là, il y a une semaine, quoi, moi je trouve que c'est une adaptation qui est franchement réussie d'un point de vue visuel. Alors parce que justement, ils n'ont pas essayé de faire quelque chose de futuriste ou quoi. L'idée, c'était vraiment de proposer une version des années 80, mais à partir des années 40, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté très industriel, très bâtiment en ruine. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a une partie des scènes qui ont été tournées dans les anciens entrepôts, à celle où il y a, alors comment elle s'appelle ? C'est l'usine qui est sur la pochette de Animals là, de Pink Floyd. Ah ouais. Avec qui depuis donc à Londres, qui depuis a été réhabilité, mais à l'époque c'était un peu une espèce de friche industrielle, et c'est là que Stanley Kubrick a tourné toutes ces scènes du Vietnam dans Full Metal Jacket, puisqu'en fait Full Metal Jacket n'a absolument pas été tourné en Asie, tout a été tourné à Londres. Mais donc ce que je trouve dommage, c'est que, mais c'était presque impossible autrement, c'est que le film a beaucoup de mal à te faire vraiment sentir le sentiment de révolte qui grandit chez Winston Smith. Tu le vois par moments écrire son journal, il y a des passages de voix off qui reprend des passages du journal, mais à aucun moment, en fait, je trouve, tu sens vraiment cette espèce de bouillonnement qu'il peut y avoir en lui, de vouloir essayer de s'opposer. Voilà. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, le film n'y arrive pas trop, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très littéraire, finalement, et c'est quand même assez difficile dans la mesure où on n'est pas dans des scènes de révolte, de pancartes brandies, de conflits vraiment armés ou autres, de rendre ça de manière subtile d'un point de vue d'un film. D'autant plus que même dans le roman, il dit que c'est un contrôle sur soi permanent. C'est ça. Qu'il ne faut pas laisser transparaître ses émotions, ses sentiments. Donc ouais, ça peut se comprendre, ce parti pris dont tu parles. S'il colle au roman, c'est vrai qu'on peut imaginer que le personnage ne doit pas du tout laisser transparaître. Mais d'un autre côté, si tu connais pas le roman, tu as l'impression de te demander pourquoi, qu'est-ce qu'il a ce personnage. Alors je dis pas qu'il est complètement passif, hein, mais par contre, moi j'ai pas vu le film, mais donc dans les moments d'intimité avec Julia, donc non plus, il n'y a pas de... Si on voit qu'il se passe des choses dans ces scènes d'intimité, oui. Pas d'émotion qui transparaît. Ah si quand même un peu. Non, cette partie-là, ça va. On va dire que pour le coup, c'est la première partie du roman qui est un peu moins bien gérée, mais la deuxième partie sur l'histoire avec Julia et la troisième partie, l'interrogatoire, celle-là, elle arrive bien à rendre l'attention qu'il y a dans le bouquin. C'est fascinant, d'essayer de considérer, tu vois, quelqu'un qui est en révolte, qui est contre le système, et ton fusil il est au cœur du truc, puisqu'il travaille il travaille dans le service qui transforme en fait la vérité. La vérité, ouais. De se dire qu'il se révolte intérieurement contre ce système et tout, mais il doit jamais le laisser transparaître, jamais un regard d'agacement envers ses collègues à la cantine. C'est ça. Mais après, c'est pas pour autant. Moi, je trouve que le film se regarde vraiment bien, et quand on a la possibilité de le mater en HD, donc la qualité d'image est correcte, je trouve qu'il accuse pas, il a pas ce côté, cette patine années 80 qu'on peut avoir quand on regarde certains films. Ensuite, il y a le jeu de rôle, alors qui s'appelle 1984, le jeu de rôle d'après Orwell, donc vraiment jeu de rôle comme Donjons et Dragons et compagnie, quoi. C'est une adaptation ludique rigoureuse du roman.
dont le but est d'immerger les joueurs dans la dictature de l'Océania. Donc, la première partie du livre des règles, elle détaille le cadre dystopique de l'univers d'Orwell, et les sections suivantes, elles fournissent le matériel technique nécessaire, donc les règles de jeu, incluant des scénarios, une mini-campagne, des fiches de personnages pour incarner des citoyens face aux parties. Pour vous donner une idée un peu du type de scénar qu'on peut faire dans ce jeu, quoi, puisque là, le but c'est pas de faire un donjon crawler. Ça se passe à Londres. Alors, il y a sabotage. Les personnages joueurs vivent au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs. L'intrigue démarre lorsqu'une bannière de Big Brother est retrouvée lacérée et qu'un télécran est saboté. Les PJ, considérés comme présumés coupables, doivent faire face à une enquête de la police de la pensée et prouver leur fidélité lors d'une soirée en l'honneur du régime. Le dernier Shakespeare, les PJ trouvent un livre original de Shakespeare, un objet interdit dont la possession peut mener à la vaporisation, ou aux armes, alors là c'est top, tu vois, tu suis le recrutement, l'entraînement et l'envoi des PJ sur le front pour combattre les forces eurasiennes. L'idée, c'est de jouer donc à plusieurs, coups de dés, tout ça. À chaque fois qu'on fait un over the pop, comme j'aime bien le jeu de rôle, je regarde s'il y en a un, quoi. Je me dis, putain, mais ils en ont fait un de 1984. Ok, d'accord, respect. Voilà. Donc, si tu as envie de jouer à un mec victime d'un système totalitaire, c'est possible, quoi. Ou si au contraire, tu veux devenir un O'Brien, c'est possible. Tu peux laisser libre cours à ton penchant pour la torture. Et pour terminer, donc il y avait Julia de Sandra Newman, qui est sortie en 2024. C'est une commande de l'Orwell Estate, donc c'est une fondation qui, il me semble maintenant, est gérée par le fils adoptif de Orwell. L'Orwell Estate a proposé à Sandra Newman de reprendre 1984, mais du point de vue de Julia. Son histoire commence la première fois qu'elle repère Winston Smith. Après, ça va permettre justement à Newman de parler en fait de tout un pan de la société dont il n'est pas franchement question dans le roman, mais justement c'est les femmes. Parce qu'à un moment il est évoqué l'idée de l'insémination artificielle, donc tu vois des femmes qui ont ça, comment ça se passe à l'intérieur des auberges de jeunesse, là, des maisons de jeunes filles, etc. Donc il y a aussi question sur l'homosexualité, des trucs comme ça. Voilà. Alors là je vais pas spoiler, mais il y a quand même un moment où en fait quand tu vois ce qui se passe donc dans l'histoire d'amour entre Winston et Julia, tu vois qu'il n'y a pas forcément un équilibre en fait des sentiments, des choses comme ça. Elle se permet un certain nombre de trucs qui t'amènent à une nouvelle lecture du roman d'Orwell, quoi. Donc ça, je trouve c'est plutôt intéressant. Voilà, donc ça c'était l'héritage direct. On passe maintenant à l'héritage indirect. L'idée, c'était de traiter 3 œuvres, THX 1138, Brasil et Matrix, parce que, bon, déjà, c'est des œuvres qui, du point de vue de leur créateur, s'inspirent en partie de 1984, mais en plus, il se trouve qu'elles reprennent sa structure. On peut construire une matrice commune d'intrigue à partir de 1984. C'est celle qu'on a résumée avec les parties du livre. C'est un individu qui vit dans un système totalitaire qu'il est en partie intégré, mais il y a un détail, un choc, une rencontre qui lui fait sentir que le monde ne tourne pas rond, et il pose un geste de rupture. La deuxième partie, c'est la rencontre, il rencontre l'amour qui devient une forme de liberté vécue. Et la troisième partie, c'est le système qui le rattrape, le punit ou le détruit. Et en fait, les 3 films dont on va parler là reprennent tous cette structure-là. Alors avec des jeux quoi dedans, c'est pas strictement la même chose, mais ça n'empêche que on retrouve cette structure-là qui est propre à 1984. Vas-y, Pêche, je te laisse de nous faire une petite présentation de THX 1138. Donc THX 1138 ou 1138, premier long métrage de George Lucas qui est sorti en 1971 et qui est l'adaptation du coup d'un court métrage étudiant qu'il a fait qui s'appelait Electronic Labyrinth THX 1138 4EB qu'il a fait en 1967 et qui avait été primé dans de nombreux festivals étudiants. À la production, c'est Francis Ford Coppola, American Zoetrope, qui avait été fondé par Francis Ford Coppola et George Lucas. Bref, donc pour le synopsis, donc on est dans un futur indéterminé, on est sous terre, la civilisation humaine a migré dans des cités souterraines entièrement blanches, uniformes, déshumanisées. Voilà, tout est blanc, ils sont bien en blanc, les murs sont blancs.
Les individus ne portent plus de nom, ils sont identifiés par des combinaisons de lettres et chiffres. THX 1138 est un ouvrier dans une usine de fabrication de robots policiers. Toute la population est soumise à la prise obligatoire de médicaments qui suppriment les émotions, la sexualité et tout désir de rébellion. Petite parenthèse, c'est que parmi les influences, on l'a compris, parmi les influences revendiquées de Lucas pour écrire son scénar, il y a 1984 et il y a Le Meilleur des Mondes. Donc c'est cette idée de camisole chimique quelque part, elle vient directement du Meilleur des Mondes. Et du coup, sa colocataire, LUH 3417, qui altère secrètement les médicaments, quand t'en parlais là, THX commence à ressentir, un lien se forme entre eux, puis une relation physique, crime absolu dans le système. LHU est enceinte, elle est arrêtée et disparaît dans le système pénitentiaire. THX est lui aussi arrêté et enfermé dans une espèce de prison qui n'a pas de mur visible, qui est juste du vide blanc. Qui ressemble d'ailleurs un petit peu à l'espèce de hub dans Matrix où Morpheus donne ses explications à Neo. Au tout début, Et du coup, il parvient à s'échapper, il rejoint un autre fugitif, SEN 5241, et il parcourt un labyrinthe de tunnels et de couloirs, et il est poursuivi par ces espèces de robots policiers chromés impassibles. Et là, du coup, sa fuite, elle est quantifiée. Le parti calcule le coût de sa capture. Quand la poursuite devient trop chère, les robots sont rappelés. Et THX, là, je vais spoiler, il atteint la surface et pour la première fois, il voit le soleil couchant et fin. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dehors. On ne sait même pas vraiment pourquoi ils sont dedans. Voilà. Ça s'arrête comme ça. Ouais. Donc là, on a bien ce schéma de nouveau. Alors là, la différence entre... c'est exactement le truc que tu as dit. La seule différence, c'est que là, la volonté d'émancipation, la tentative de THX d'aller contre le système, elle vient carrément de l'U3417. On suppose qu'elle a peut-être des sentiments pour lui, ou en tout cas, elle veut essayer d'en réveiller un autre. Donc elle altère les médicaments qu'il prend. Mais lui, à la base, il n'a pas forcément envie de le faire, quoi. Ouais. Et finalement, par la force des choses, il se retrouve à avoir de nouveau des sentiments, des désirs. Voilà. Ça fait penser à un autre film, là, c'est The Lobster, non ? Avec Colin Farrell. Ouais, c'est ça, ouais. Tu retrouves aussi le même schéma dans cette histoire. Là, c'est si tu ne trouves pas un partenaire, tu es transformé en homard, c'est ça ? Enfin, tu es dans l'animal de ton choix. C'est ça. Voilà. Et tu n'as pas le droit de vivre célibataire. Oui. Alors, mais là, par contre, dans THX 1138, il se trouve que c'est sa colocatrice, mais c'est un hasard. En fait, à la base, comme de toute façon, ils sont pas censés avoir de rapport physique et que les médicaments qu'ils prennent, les drogues qu'ils prennent, enlèvent tout désir, mais il n'y a pas à la base de relation homme-femme, quoi. Voilà. THX par rapport à 1984, quand même, il y a plus d'optimisme, je crois, le fait qu'il sorte, le soleil et tout ça. Oui, il y a le fait qu'il s'évade. Alors que genre dans le 1984, je crois que c'est... à la fin, il est ramené, comme on disait avec Gilles, il est ramené dans les rails du parti, mais justement, au moment où en fait il est de nouveau pleinement satisfait quelque part et qu'il aime Big Brother, c'est le moment en fait où on peut se débarrasser de lui parce qu'on sait que le système a gagné, quoi, quelque part. Il aime pas vraiment Big Brother, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est la double pensée. Il est dans la double pensée, ouais. Il le déteste et il l'aime. Et là aussi, tout est blanc et tout est aseptisé comparé aussi à 1984 où t'as un peu plus de... C'est gris, c'est plus industriel, bref. Là, c'est vraiment tout est blanc. T'as les cabines aussi. Oui, le confessionnal, là. Parce qu'en fait, les personnages, ils peuvent, quand ils vont pas bien... C'est la machine qui gère la religion. C'est ça, ouais. Donc, ils rentrent dans une espèce de confessionnal où il y a un grand format de la tête de Jésus. Donc, tu lui parles et tu vois qu'il y a toujours les mêmes réponses. Mais, ceci dit, quand tu fais ça, même si les réponses sont automatiques et elles n'ont rien à voir avec ce que tu racontes, on t'écoute. Et d'ailleurs, le personnage de SEN 5241 avec qui THX va s'échapper à la fin, il fait partie de ce service qui écoute les gens. Et l'autre différence aussi qu'il y a avec 1984, c'est que là, il n'y a pas un parti nommé, en fait. C'est diffus, on ne sait pas trop qui a le pouvoir réellement. Il n'y a pas un équivalent à Big Brother, si tu veux. Même la figure du Christ qu'on voit là, elle n'a pas de valeur religieuse particulière, quoi. On passe à Brésil.
Alors Brazil, c'est le 4e film de Terry Gilliam, mais le premier qu'il réalise en dehors du cercle des Monty Python, même s'il y a Michael Palin qui est un des Monty Python qui joue un petit rôle dedans. Donc ça raconte l'histoire de Sam Lowry, qui est joué par Jonathan Pryce, que j'ai rencontré sur un tournage, parenthèse. Voilà, tous ces gens que j'ai vus. Exaltante. Ah, voilà, mais c'était quand j'étais jeune. Et Sam Lowry, Jonathan Pryce, tu le connais parce que c'est lui qui fait le chef des moineaux dans Game of Thrones. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Donc c'est un modeste employé du service des archives qui vit dans une société dominée par une administration kafkaïenne complètement absurde. Dans Brésil, on n'est pas dans un système totalitaire en soi parce qu'il y aurait un parti qui aurait pris le pouvoir. On est vraiment dans l'absurde kafkaïen, bureaucratique, etc. Et à cause d'une mouche qui vient s'écraser dans un téléscripteur, modifiant au passage le nom d'une personne qui doit être arrêtée pour terrorisme, Sam rencontre Jill Layton, qui est une sorte d'incarnation de son idéal féminin, qu'il tente de rejoindre dans ses rêves, puisqu'en fait chaque nuit, Sam il rêve qu'il est une sorte d'Icare qui vole au-dessus de la campagne, mais dès qu'il essaie de rejoindre cette figure, cet idéal féminin, il est séparé d'elle par des immeubles qui sortent de terre, il doit combattre un samouraï géant, mais donc en fait lui son évasion c'est les rêves, mais au quotidien en fait c'est quelqu'un qui accepte le système, quoi, même s'il arrive un petit peu à se faufiler là-dedans. Mais donc finalement, Sam et Gilles se retrouvent bientôt accusés à leur tour de terrorisme. Donc Sam finit par être capturé. Il est conduit dans les locaux du ministère de l'Information pour y être interrogé. Et donc là, par contre, on retombe sur les pieds de 1984. En allant même un peu plus loin, puisque la fin est un peu ambiguë, parce qu'on voit que on a l'impression que Sam parvient à s'échapper, donc il est aidé par un groupe de terroristes, il retrouve Gilles et tout va bien. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est son rêve en fait, et que lui, il est resté sur le fauteuil de l'interrogatoire et que son esprit a vrillé et que il a réussi à s'échapper dans le rêve qui le poursuit depuis le début, mais son corps a été brisé et une partie de son esprit aussi, quoi. Gilliam, il a aussi clairement revendiqué l'héritage de 1984, mais avec cette idée d'imaginer un monde à la 1984, justement dans lequel il y aurait un vieux poste de radio qui joue ce morceau Brésil, donc il y a un morceau un peu latino, quoi. Même la musique de Michael Kamen, elle reprend le thème de Brésil sous plein de formes différentes, et justement c'est ce côté un peu rêve, ce côté exotisme, ce côté ailleurs qui arrive à s'infiltrer à travers les mailles de la bureaucratie. Et on termine avec Matrix. En fait, c'est mon point de départ pour me rendre compte qu'il y avait des œuvres qui, a priori, sont complètement listées pop culture et qui, finalement, doivent aussi peuvent payer leur dîme à 1984. Même si, en fait, pour Matrix ou la saga Matrix, ils peuvent payer leur dîme à un paquet de trucs. Hein. Alors, Matrix, réalisé par les Wachowski en 1999. Donc, il y en a 3. 4 maintenant. Ah oui, j'avais complètement zappé tellement qu'il est nul. Ouais, il y a 4 c'est vrai. Matrix. Et il y en aura un 5e. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais toujours putain, que par une seule des Wachowski. Parce que je crois qu'elle a... Ouais, c'est ça. Ouais, le 4e, il a abandonné. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Moi, je fais le synopsis. Hein. Donc, Thomas Anderson, qui est joué donc, par Keanu Reeves, il est fonctionnaire anonyme dans une espèce d'entreprise de software le jour. Et il hack sous le pseudonyme de Neo, en gros, la nuit. Et il est contacté donc, par Morpheus, un homme qui est recherché par les autorités comme terroriste, qui lui propose une révélation. En 2199, le monde que Neo croit réel n'existe pas. Il est une simulation informatique, la Matrix, gérée par des intelligences artificielles pour maintenir l'humanité dans un état de torpeur pendant que leur corps sert de pile, en gros de batterie biologique pour fournir de l'énergie thermique aux machines. Il faut regarder Animatrix, parce que sinon... Ouais, on l'avait dit quand on a... Je sais plus quelle saga on avait fait. Ça, s'il y a un truc à voir de Matrix, c'est les Animatrix. Animatrix, ouais. En fait, c'est une série de courts-métrages en animation, et il y en a plusieurs types d'animation. Voilà, plusieurs animateurs différents, des Japonais. Ouais, et il y a plusieurs styles graphiques. Les 2 premiers courts-métrages te racontent comment on en est arrivé là.
et te montre qu'en fait, les robots ne sont pas les méchants, en fait. Et que l'humanité en est arrivée là par elle-même avec sa bêtise, sa violence, etc. Ouais, c'est pas mal. Allez voir. Donc Morpheus croit que Neo, en gros, est l'élu, celui dont une prophétie annonce qu'il mettra fin à la guerre. Neo rejoint la résistance. Et du coup, il finit par affronter, en gros, les agents. Donc c'est des programmes d'autodéfense de la Matrice, incarnés par un espèce d'homme en costume noir. L'agent Smith. Et il est capable de prendre possession, en gros, de n'importe quel humain encore connecté au système. Et il se répand comme ça, comme un virus. Et le film, donc, se termine sur un appel à la réveil collectif où Neo est désormais conscient de sa nature d'élu. Il s'envole vers le ciel. Sur du Rage Against the Machine. Wake up. Alors, les liens avec 1984, parce que pour l'instant, on voit pas trop ce qu'il peut y avoir. Donc, en fait, comme tu le disais, donc Thomas Anderson suit d'une certaine manière un parcours inversé de Winston Smith, puisqu'il part de son appartement, l'appartement de Thomas Anderson dans le monde réel et la chambre 101. Donc qui en fait, on l'a pas dit quand on a fait la première partie, mais l'endroit où Winston Smith dans 1984 se fait interroger par O'Brien et la chambre 101. Donc il accepte d'incarner la figure de la dissidence en devenant l'élu, Neo, qui permettra à l'humanité de s'émanciper de la domination des machines. Et donc là, prendre la pilule rouge, donc celle qui normalement te fait revenir dans la réalité, ne signifie pas seulement justement voir cette vérité, mais accepter de quitter le confort de l'illusion pour entrer dans la résistance. Si on reprend le schéma en 3 parties à la 1984, donc on a le personnage qui a ce geste en fait, donc là en prenant la pilule rouge, de vouloir s'émanciper du système. Mais ensuite, pour entrer dans la partie amoureuse, c'est Trinity qui établit le premier contact avec Neo, et elle sait qu'il est l'élu parce que l'oracle lui a révélé qu'elle serait amoureuse de l'élu. Et donc c'est en fait par son amour, l'amour qu'elle a pour Neo, qu'elle l'incite à entrer en résistance, et c'est même par un baiser qu'elle lui fait qu'elle parvient à le faire revivre alors que l'agent Smith l'a tué. J'ai un souvenir assez confus, mais il me semble qu'à la fin de Matrix Résurrection, donc le 4, elle devient elle aussi une élue. Je crois qu'à la fin, ils sont tous les deux élus et ils volent tous les deux parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait qu'un seul élu. Oui. Voilà. Et donc dans Matrix, le système informatique, donc qui représente là quelque part le parti, reprend régulièrement l'avantage, mais la saga, elle ouvre la possibilité d'une résistance durable et donc d'une émancipation de l'humanité, puisque l'idée, c'est qu'à la fin, Neo arrive à passer un accord là pour le coup avec les machines pour essayer d'arriver à une cohabitation. Sauf que tout ça, ça marche si on considère que quand on prend la pilule rouge, on rentre dans la réalité. Mais il y a aussi une théorie qui s'appelle la matrice dans la matrice, qui veut qu'en fait, dans Matrix, quand tu prends la pilule rouge, tu ne te réveilles pas dans la réalité, tu te réveilles simplement dans une nouvelle couche de la matrice. Puisqu'en fait, la matrice, elle avait tenté de proposer une vision parfaite, une sorte d'utopie justement, que l'humanité a rejetée. Et donc, en fait, pour que l'humanité ne se révolte pas, elle a mis en place cette idée qu'il doit y avoir un élu qui vient renverser le système en place. Cette idée-là, elle est injectée par le pouvoir lui-même pour pouvoir assurer sa perpétuation. Et c'était dans ce sens-là où j'avais fait le parallèle avec Winston Smith, c'est que quelque part, O'Brien dit à Winston qu'en fait, ça fait un moment qu'il le surveille, qu'il l'étudie, ce genre de choses, et où tu peux te dire que c'est pas un hasard pourquoi est-ce qu'il aurait un espace dans son appartement pour pouvoir écrire, alors que le parti contrôle tout, c'est qu'ils savent qu'il y a cet espace et qu'en fait, alors est-ce qu'il laisse une marge de manœuvre à certains individus pour avoir l'illusion qu'ils peuvent s'émanciper, mais alors qu'en fait tout est complètement prévu par le système. Et de la même manière que dans Matrix, l'élu Neo n'est que une espèce de soupape pour permettre en fait à la conscience de l'humanité de rester bien soumise au système informatique qui les domine. Moi je trouve que des 3 films qu'on a cités, c'est Matrix qui offre la lecture ou la relecture la plus intéressante de 1984. Moi, j'aime bien cette idée que quelque part, Neo et Winston Smith, c'est deux individus en fait qui ne servent que à montrer en fait l'illusion qu'on est vis-à-vis d'une possibilité de pouvoir renverser le système, quoi. Parce que le système a déjà prévu que ça allait se faire et donc il l'a anticipé. On en reste là. Allez, stop. Tu mets ce que tu veux. Je mettrai. Bon, allez. Ciao. The times they are a-telling and the change